مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصة نوستالجيا الكان أو كأس إفريقيا. ضيفنا هذه المرة هو اللاعب عنتر يحيى الذي ترك بصمته في المنافسات السابقة مع المنتخب الوطني واستقبلنا هنا بمركز أنجي الفريق الذي يلعب له حاليا. Bonjour Antar et merci pour l'accueil et merci pour tout. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. مرحبا بكم هنا وشرفتوني كي جيتوا تزورونا. Allah يسلمك, le plaisir est partagé Antar. Alors racontez-nous comment ça va avec votre blessure, parce que là on a entendu que vous étiez blessé lors de la phase allée du championnat. Donc où en êtes-vous par rapport à ça et que devenez-vous? Voilà, j'ai signé à Angers au mois de juillet. J'avais commencé la préparation, tout se passait très bien. Et malheureusement, j'ai eu une blessure en fin de préparation qui m'a éloigné des terrains pour le début du championnat. J'ai dû faire une longue rééducation et pendant ma rééducation, j'ai rechuté. Donc après, j'ai dû me faire opérer. Et ça fait que c'est la première indisponibilité aussi longue dans ma carrière. Et malheureusement, je n'ai pas encore joué. Et là, je reprends l'entraînement, Inch'Allah, cette semaine avec le groupe pour attaquer la phase retour. Inch'Allah, on sera votre porte-bonheur. Antar, dis-moi, quelle est la nature de votre blessure aussi? C'était une déchirure à la cuisse, mais une déchirure assez importante et un endroit assez rare pour les joueurs de foot. Mais bon, aujourd'hui, c'est derrière moi. On a fait tous les tests nécessaires et tout va bien. Et on espère, Inch'Allah, que ça va continuer dans ce sens. Antar, vous avez opté pour Angers. Peut-on savoir les raisons de ce choix? Bon, les raisons, elles sont un peu, on va dire, d'ordre sportif et familial. L'année dernière, j'étais en Grèce, j'avais un contrat d'1 an et demi. On s'est maintenu, j'ai joué toute la phase retour en première division, ça se passait bien. Par contre, c'est difficile pour moi d'allier la vie familiale et la vie en Crète, parce que c'est assez loin et il n'y avait pas d'école aussi internationale ou française même pour mon fils. Quand j'ai eu la proposition d'Angers, ça me permettait aussi de penser à mon avenir sportif et aussi pour plus tard. D'où le fait d'avoir opté pour un retour en France et pour aussi avoir des conditions de travail, comme vous pouvez le voir, qui sont très bonnes. Quel est l'objectif assigné par le club lors de cette saison? Le club est, on va dire que depuis quelques années, le club est en reconstruction. Depuis que le nouveau président a repris le club, M. Saïd Chaban, le club n'a cessé de progresser. Donc moi, en venant ici, c'est pour m'installer dans ce projet, pour aider le club avec mon expérience et pour continuer à progresser. Ligue 2 française, est-ce que la présence d'un président, comme vous l'avez dit, algérien, vous a-t-elle motivé pour opter pour Angers? Je suis honnête avec vous, j'avais pas dans la tête de jouer en Ligue 2. La plupart du temps dans ma carrière, j'ai évolué en Ligue 1 à part une saison à Bochum. Mon objectif, ça a été toujours de jouer au plus haut niveau. Maintenant, le discours du club, il a été motivant. Leurs objectifs aussi sont une motivation pour moi. Et on va dire le feeling est très bien passé. Donc le choix s'est fait rapidement. Antar, si on parle d'Angers, on parle des moyens de travail, de la récupération, tous les moyens en question. Vous qui avez joué auparavant dans des championnats du Golfe et championnats tunisiens, comment faisiez-vous la comparaison entre les moyens qui existent dans ce club et les moyens dans les autres championnats? Je pense que que ce soit dans le Golfe ou même dans le Maghreb, on a de très bons joueurs. Souvent dans des clubs, il y a des moyens financiers importants. Après, c'est comment sont répartis ces moyens financiers et ce qu'on en fait. Est-ce que c'est dans l'achat des joueurs? Est-ce que c'est dans les infrastructures? Et pour un joueur professionnel, les infrastructures, c'est vraiment important de venir, de travailler dans de bonnes conditions. Et ici, les conditions elles sont réunies pour bien travailler. Maintenant, je pense que nous, dans le Maghreb, on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Justement, on parle du modèle français
qui est notre modèle en Algérie d'une manière approximative. Qu'est-ce qui manque au football algérien pour atteindre ce niveau-là? Moi, je ne dirais pas que le modèle français, c'est le modèle même pour l'Algérie. Je pense aujourd'hui, c'est bien d'être ouvert à un niveau international, de voir ce qui se passe dans les meilleurs pays. Et la France fait partie de ces pays-là. Mais par rapport aux infrastructures, Anta. Et par rapport aux infrastructures, vous avez l'Allemagne aussi. Je pense qu'actuellement, même la France elle peut regarder en Allemagne ce qui se fait. Mais pourquoi l'Allemagne a copié le modèle français pour gagner la Coupe du Monde? Comment vous signifiez ça? Non, c'est pas vrai ça. Mais je pense pas que l'Allemagne elle est non, copiée. c'est par rapport aux méthodes d'entraînement, ils ont fait ça. Non, les méthodes d'entraînement, après, bon, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais les méthodes chacun a ses méthodes d'entraînement, et les méthodes d'entraînement qui font réussir sont les meilleures, peu importe les méthodes qu'on utilise. Maintenant, même pour résumer, c'est vrai que nous, on a beaucoup d'efforts à faire là-dessus, au niveau d'infrastructure, que ce soit en Algérie ou même quand j'étais en Tunisie, ce que j'ai vu. Donc, pour être professionnel, qu'est-ce qu'il faut? Quand j'étais au centre de formation à Sochaux, j'avais un entraîneur qui disait pour moi, il faut que vous pensiez aujourd'hui à 15 ans comme des professionnels. Il dit, je ne vais pas vous donner un papier à 18 ans et avec ce papier-là, vous êtes professionnel. Il a dit, c'est une façon de penser, déjà une façon de travailler. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on est professionnel. Et quand on travaille dans ces conditions-là, on a des droits, mais on a aussi surtout des devoirs. Quand on met à votre disposition un outil de travail comme ça, il y a un devoir de performance. Et pour moi, c'est ça le professionnalisme. C'est tout ça quand tout ça est réuni pour pouvoir apporter cette performance, là, on parle de professionnalisme. Est-ce que le professionnalisme dont vous parlez est le secret qui vous a laissé jouer du ballon jusqu'à l'âge de 32 ans maintenant? Bien sûr, pour moi c'est une motivation, c'est toujours ce qui m'a motivé. Après j'ai eu différentes expériences à des moments donnés de ma carrière qui m'ont montré pourquoi j'aimais plus certaines choses que d'autres, pourquoi j'aimais plus certaines façons de travailler par rapport à d'autres, même des fois au détriment du financier. Mais il y a des conditions de travail, il y a des ambiances de travail et quand on aime le foot, c'est important d'évoluer dans ces conditions. Est-ce que vous songez déjà à vous reconvertir en entraîneur, Anta? Non, pour l'instant, moi j'ai encore 1 an et demi de contrat ici. Oui. J'espère reprendre la compétition le plus vite possible. Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on vous le souhaite. Inch'Allah. Et pour prendre du plaisir encore, parce que là, cette période d'indisponibilité, elle m'a vraiment redonné faim de ballon. Donc j'ai envie de jouer encore. Et après, on va étudier la reconversion. C'est vrai que j'ai des idées en tête, mais pour l'instant, c'est pas le moment d'en parler. Justement, je vais rebondir sur une autre question. Quelle est la meilleure recette pour un joueur pour rester en forme et pour atteindre, ça veut dire la quarantaine et rester dans le haut niveau? Je pense qu'il y a l'hygiène de vie, c'est très important. Après, vous savez, les terrains sur lesquels vous jouez aussi, c'est important. Quand on a fait 10 ans pratiquement d'Afrique avec l'équipe nationale, les terrains nous ont pas toujours gâtés. C'est difficile pour garder la santé, la forme, mais même par rapport au synthétique. Hein. Même le synthétique, mais moi j'ai pas beaucoup joué sur le synthétique, donc ça me. Malheureusement en Algérie, il n'y a que des terrains synthétiques. Ouais, c'est pas ce que je préfère, parce que pour moi le football ça reste sur du vrai gazon, surtout qu'en Algérie on a le climat, on a tout ce qu'il faut pour avoir des belles pelouses. Mais comme je vous dis, c'est le travail, la rigueur, ça c'est des choses qui font qu'on peut rester longtemps à un bon niveau. Oui. Antar, parlez-nous un peu de vos précédents passages. Vous avez fait un peu de tout, l'Italie, après c'était la France et puis l'Allemagne. Donc parlez-nous un tout petit peu de vos précédents passages. Comment ça a été, le haut, le bas? Moi j'ai été formé à Sochaux. Après j'ai signé mon premier contrat professionnel à l'Inter de Milan. Milan, oui. J'étais arrivé avec un entraîneur qui me voulait, mais ça se passait plutôt bien. J'étais souvent dans le groupe, je m'entraînais toujours avec l'équipe première, jusqu'au jour où il a été licencié. Après, s'est offert à moi la possibilité d'être prêté à Bastia, qui était en Ligue 1.
L'Inter avait des accords avec Bastia. Une autre mentalité, les Corses, c'est tout. Bien sûr, mais c'est des gens, moi, qui m'ont vraiment adopté, avec qui ça s'est vraiment bien passé. Oui. Oui, je suis resté 4 ans à Bastia. Malheureusement, avec une finale de Coupe de France qu'on avait perdue. Après, je suis parti à Nice. Je suis resté 1 an et demi. Et là, au bout d'1 an et demi, j'ai eu une proposition à Bochum, avec un championnat à l'époque qui n'était pas très connu. Mais pour moi qui me parlait déjà, moi qui connais un peu l'Allemagne, du fait que je suis né aux frontières, c'est un pays qui me parlait un peu, donc j'y suis allé et pour moi c'est la meilleure période un peu de ma carrière jusqu'à présent, même si je pense que je fais en sorte qu'il y ait des belles années encore devant. Mais les 4 ans et demi, pratiquement 5 ans à Bochum, c'était vraiment une bonne expérience. Malheureusement, il y avait une belle offre financière pour le club et pour moi, parce qu'on n'est pas réussi à remonter tout de suite en première division. Oui. Donc le club ne pouvait pas financièrement garder tous les joueurs. Donc je suis parti en Arabie Saoudite et là c'était un peu, on va dire, une déception. Un calvaire pour vous. C'est une déception. Justement, parlez-nous un tout petit peu de ce passage, Antar. Bon, j'arrivais dans un club qui avait une histoire, qui avait beaucoup de supporters, mais où il n'y avait pas la politique, où il n'y avait pas les moyens de leur politique. Les gens attendaient beaucoup de l'équipe, mais il n'y avait aucune structure, la façon de travailler était vraiment différente. À partir de là, j'ai tout fait pour retourner en Europe. Donc je suis retourné à Kaiserslautern, où ça s'est bien passé avec le premier entraîneur. Je suis resté 1 an et avec le nouvel entraîneur vous savez, des fois vous avez des générations d'entraîneurs. Aujourd'hui, il y a des entraîneurs plus jeunes, ils ont d'autres façons de travailler, ils ont un autre discours. Et moi, j'ai besoin qu'il y ait le respect entre l'humain et le joueur. J'avais des difficultés avec le deuxième entraîneur, donc j'ai décidé de partir. Et là, je suis parti à l'Espérance pour rejouer. L'Espérance avait le challenge de gagner la Champions League africaine, faire la Coupe du Monde des clubs. Donc je suis parti, ça s'est bien passé pendant 1 an. Et après, au bout d'1 an, je suis retourné en Europe, à Platanias en Grèce, dans un championnat de première division. Et je ne regrette pas ce passage parce que j'ai connu des gens justement bien avant ça en Tunisie. Passé. Comment avez-vous vu la mentalité du joueur tunisien comparativement à l'Europe, à l'Allemagne, aux autres championnats? C'est encore différent du golf. Parce que l'Espérance, c'est quand même un grand club, avec beaucoup de supporters à travers la Tunisie. Et ils sont habitués à gagner, mais ils travaillent aussi dans ce sens-là. Après, bien sûr, c'est pas, au niveau des structures, c'est pas pareil qu'en Europe. Maintenant, je en garde quand même un assez bon souvenir surtout des supporters et des employés du club, des joueurs avec qui je suis resté. Après, bon, c'est toujours différent, vous savez, quand la façon de gérer un club au Maghreb et à l'Espérance est différente de la façon d'être géré en Europe. Non, oui. Il y a eu une anecdote à l'époque dans ce club par rapport aux mentalités de joueurs qui fuguent les entraînements pour faire le ménage, non? Non. Il y a une déclaration que vous aviez faite auparavant. Non. Moi, j'ai jamais fait de déclaration. Par contre, je me suis fait avoir sur Twitter. J'ai regardé, il y avait une parodie d'interview. Et j'ai dit, mais j'ai jamais dit ça, moi. Mais en fait, c'était... c'est par rapport à ça, c'est que les joueurs fuguaient des entraînements pour faire le ménage chez eux. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est des blagues, mais bon, ça fait... Qu'est-ce que vous avez retenu de votre passage en Tunisie? Je comprenais pourquoi l'Espérance avait joué enfin dire, le haut tableau africain les dernières années. Après, on comprend aussi pourquoi des fois il manque certaines choses aussi, mais j'en garde surtout un bon souvenir des joueurs, des employés. Et après, comme je dis, la façon de diriger du club, c'est une autre histoire. Alors Antar, on tourne la page de vos passages avec les clubs.
et les championnats là où vous avez joué et on passe à l'équipe nationale. Racontez-nous un tout petit peu vos débuts avec les Verts, comment c'est passé. Moi j'aurais aimé déjà commencer beaucoup plus tôt, malheureusement à l'époque il n'y avait pas au niveau du recrutement, peut-être qu'on ne regardait pas autant chez les jeunes, dans les clubs au niveau des jeunes en France, parce que avec la période qu'on a vécue qui était très très difficile en Algérie. Mais quand j'étais à l'Inter, il y avait eu un premier contact avec moi pour me demander si j'étais prêt à jouer en équipe nationale, s'il y avait une loi qui l'autorisait. J'ai dit bien sûr, je viendrai de suite. Donc on a commencé dans ce sens-là. Et j'ai fait le premier match amical, c'était en novembre 2003 contre Rennes. Et en décembre contre le Mali, décembre 2003. Et après la CAN, un match avec les Espoirs en 2004. Et la CAN 2004 en Tunisie. On va en arriver par rapport à la CAN. Mais franchement, c'était un rêve. C'était un rêve que de jouer avec l'équipe nationale. Justement, qui s'est concrétisé par la suite. Ouais, qui s'est concrétisé, alhamdoulilah. Antar, parlez-nous de votre première Coupe d'Afrique. Vous étiez jeune à l'époque, vous aviez 23 ans. Non, 21. 21 ans. Et vous avez eu la chance de jouer une Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie avec des joueurs de la trempe de Cherad, toute une génération. Oui, il y avait Belmadi, Jamel Belmadi, oui, il y avait toute une génération, Beloufa, oui. Salim Laribi, Zafour, Brahim. Oui, Gawawi, c'était un début de génération. Comment ont été vos débuts et qui est le joueur qui vous a aidé de plus ou bien l'entraîneur qui vous a mis Samir Zawi avec Rebah Saadan. Mais il y a quelque chose qui s'était créé à cette CAN, déjà. Comme quoi, des fois, on retient pas les leçons de l'histoire. Hein. L'histoire, oui. Il y a quelque chose qui s'était créé, c'est-à-dire qu'avec peu de préparation, peu de moyens, mais en si peu de temps, on avait réussi à créer un groupe. Et on avait fait, je trouve, par rapport aux moyens qu'on avait, une Coupe d'Afrique honorable. Et après la Coupe d'Afrique... On a failli passer au carré final. Hein. Non, on est passé au... Ah oui, au carré, c'est vrai. Ouais. On a failli passer en demi. Mais pour une première Coupe d'Afrique, c'était pas mal. Avec pas mal de jeunes, des joueurs d'expérience, il y avait un mélange intéressant. Oui, il faut tenir tête au Cameroun, on a battu des Eto'o, de grands joueurs. Bien sûr. Ouais. Et malheureusement, de suite après la CAN, il y a eu le départ de Saadan et il y a eu une cassure dans le groupe avec pas mal de joueurs qu'on ne sélectionnait plus, d'autres joueurs qui venaient. Et on a eu une période de traversée du désert pendant longtemps, dû au fait qu'on a cassé cette dynamique. Autrement, on aurait pu même jouer la Coupe du Monde 2006. N'était la cassure du groupe. Il y a eu la cassure suite après la CAN. Au mois de février déjà, il n'y avait plus. Donc, après, on aurait pu, on ne sait jamais ce que l'avenir ou ce que l'avenir nous aurait réservé. Mais au moins, la stabilité, elle aurait fait qu'on aurait eu d'autres chances dans les éliminatoires, qu'on a commencé directement au mois de juin contre l'Angola là-bas. Oui. Donc, qu'est-ce que vous retenez-vous de cette Coupe d'Afrique? Racontez-nous un tout petit peu les anecdotes, comment vous avez vécu ça en coulisses. Par exemple, ça a coïncidé avec l'Aïd. Bien sûr, avec l'Aïd, c'était l'Aïd juste avant Masr. Oui. Non, juste après Masr. Juste après Masr, oui. Ouais, juste après Masr. Alors juste avant le Maroc. Juste avant le Maroc. Le Maroc, oui, oui, donc juste après l'Égypte. Donc c'était important pour nous d'offrir l'Aïd, le Sha'b, le Jazairi avec une victoire. Et les gens, nous, on ne savait pas encore ce que ça représentait vraiment le derby. Mais quand on nous le racontait, on dit gagnez ce match, et c'est bon, gagnez juste ce match. Juste ne pas perdre contre l'Égypte. C'était un coup de chance un tout petit peu, Antar. Lorsqu'on voit un Achiou courir avec le ballon, coup de chance. Alors si on le prend comme ça, il y a des joueurs... Moi, non, par rapport au but de Achiou, je ne parle pas du match en lui-même. Non, par rapport au but de Achiou, c'est un but extraordinaire. Mais comme d'autres joueurs ont mis, ça c'est le talent d'Achiou. On ne peut pas mettre ça que sur la chance parce qu'il a mis un but. Si, je sais pas, il y a d'autres joueurs aujourd'hui, ça ferait le tour du monde. Mais Hossein, il avait mis un but extraordinaire. Mais c'était les efforts d'un groupe qui étaient récompensés.
parce qu'on a joué pratiquement tout Pas le match. oublier aussi Mamouni, qui a remis les pendules à l'heure. Mamar qui avait mis un super but de la tête. Et après, Houssine qui est rentré en cours de jeu à la fin et qui a mis ce but. Mais moi, je retiens, comme je vous dis, c'est l'ambiance qu'on avait. C'était vraiment... Vous avez commencé à sentir l'amour du pays, nous, l'amour du cette pays, grinta. Nous, l'amour du pays, ceux qui étaient sélectionnés. Non, mais après, vous le sentez, parce que là, c'est le groupe, c'est le vouloir faire, comme vous le dites, le match derby. Les joueurs qui ont été sélectionnés, ils ont été sélectionnés dans ce sens-là. À cette époque-là, il n'y a personne qui réfléchit. C'est ce qui a fait la différence, à mon avis. Et je pense que quand on vient par conviction, même avec peut-être moins de talent et moins de moyens, on peut soulever des montagnes. Après, c'est vrai que le talent, il est important aussi. Mais la cassure qu'il y a eu juste après, ça nous a fait énormément de mal. Et après juste après la Coupe d'Afrique, qu'est-ce que vous vous êtes dit au fond de vous-même? Moi déjà, j'étais triste parce que je voyais le changement et puis on peut pas... Départ de Saadane aussi. On ne peut pas dire grand-chose parce qu'on ne pouvait pas dire que ça avait été un échec, la CAN. Donc c'était vraiment un sentiment de tristesse de voir aussi le groupe changer. Puis on est reparti avec un nouveau sélectionneur, beaucoup de changements dans le groupe. Mais regardez l'histoire, hein, c'est la même ossature de la CAN 2004. C'est elle qui a fait la CAN 2010. La CAN 2010. Oui. Parce que les Slimane Raho, Samir Zawi, les Gawawi, Lounès, tout cela, ils étaient à la CAN 2004. Et ceux-là, c'était des gens très importants déjà à la CAN 2004. Quand ils sont revenus dans le groupe, ils ont retrouvé leur place et leur importance. Donc, il y avait cette symbiose. Il y avait cette symbiose. Et dans un groupe de joueurs, il y a un travail qui se fait, qui n'est pas toujours visible sur le terrain. Et eux, ils avaient un rôle très très important. D'où le fait aussi que beaucoup peut-être de gens se demandent, bon, après la Coupe du Monde 2010, il y a eu une cassure, mais la cassure, elle n'est même pas après la Coupe du Monde. La cassure, elle a commencé après la CAN. Oui, le remaniement semi-total du groupe. Après la CAN. Oui. Après la CAN, il y a eu... Justement, c'est la question que j'ai posée à Saadane. D'un côté, ça faisait du bien d'être qualifié à la Coupe du Monde, mais d'un autre côté, ça nous a mis un sacré coup de massue. Si on avait retenu le même groupe, on aurait même pu créer des miracles. Quand on sait que c'est la force mentale d'un groupe, c'est ça sa plus grosse qualité, c'est la cohésion, la solidarité. Quand vous enlevez des gens avec qui vous êtes partis au combat, c'est dur. Hein. C'est dur de se relever tout de suite. Oui, c'est ça. Donc, c'est la cassure du groupe après. Donc, il y a encore eu de nouveau une cassure. Et cette cassure, elle a fait beaucoup de mal parce que la Coupe du Monde, c'était une belle aventure. On va en arriver là. Mais la Coupe d'Afrique, on l'a mieux vécue que la Coupe du Monde. Merci Antar de nouveau pour l'accueil. Et là, on vous demande de nous inviter à un verre de café là. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci. Antar, on passe directement aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 et de la CAN aussi. Parlez-nous des débuts. Vous avez parlé auparavant d'une cassure du groupe après la CAN 2004. Et maintenant, comment les choses ont été Bien sûr, ça a coïncidé un peu avec le retour de Cheikh Saadane, après les échecs aux différentes Coupes d'Afrique 2006 et 2008. Donc en 2007, je crois, oui. 2007-2008, il y a le retour de Cheikh Saadane. Oui. Et on récupère alors
Antar, il y a aussi le match de la Zambie, à Chila Bombay. C'était un tout petit peu très difficile, mais vous l'avez gagné quand même, avec Et un là, 2-0. là, on n'avait pas gagné à l'extérieur, c'était le premier match qu'on gagnait à l'extérieur. Mais il y avait un Niger en 2003, Oui. 1-0, bout à bout, et il y avait la Zambie. Là, c'était un match exceptionnel aussi. C'était un match, on avait joué à 15 heures, il faisait presque 40 degrés. Mais on était très solide défensivement et on a mis un coup de pied arrêté. Majid, il a marqué. Et après, une contre-attaque. Et là, je pense que ça a vraiment lancé notre aventure pour se qualifier. Pour se qualifier. Après ce match, il y a eu le match Zambie-Retour. Zambie-Retour, c'était Pendant le Ramadan. Vous avez marqué un but et c'était... Non, moi j'ai marqué contre le Rwanda. Contre le Rwanda, oui. Mais la Zambie et le retour, c'était pendant le Ramadan. Oui, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Hein. Parce que là, ils avaient Hervé Renard comme coach, très bon entraîneur. Ils avaient étudié comme il se doit. Voilà, il nous avait mis en difficulté. Et à la fin, on arrive à gagner 1-0. Rafik Saifi. Rafik Saifi, centre de Karim Matmour. Et c'était vraiment une belle période aussi tellement le match avait une grande importance, je me souviens, il y avait quelqu'un derrière les buts de la Zambie, il était en train de mettre de l'eau pour chasser la poisse. Bien sûr, bon, ça c'est le folklore en Afrique. Et après, c'était le match du Rwanda, c'était le 3-1. Puis... Oui, le Rwanda où on voulait gagner par un score important. Déjà, on savait à chaque fois, soit l'Égypte jouait avant nous, soit nous on jouait avant. Donc quand eux ils jouaient avant nous, on était condamnés à gagner. Et ils avaient joué la veille contre la Zambie. De la pression, oui. Ils avaient joué la veille contre la Zambie, ils ont gagné 1-0. Et nous on jouait contre le Rwanda. Et on s'est dit, il faut qu'au moins on en mette 4 pour être tranquille. Parce qu'en mettant 4, ben, on va au Caire. Tranquille. Et on peut y aller tranquille au Caire. Mais quand on se rend compte que moi j'avais marqué le but, il a 1 mètre dans le but, il n'accepte pas. C'était l'arbitrage, oui. Les Rwandais ils perdent du temps alors qu'ils sont en train de perdre au score. Tu te dis mais c'est le monde à l'envers là. On arrive à gagner 3-1 avec le pénalty de Karim. Heureusement que le pénalty de Karim, sinon... Hein. Pénalty de Karim à la dernière minute. Mais on est parti au Caire après dans des conditions... On est parti en commando. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui, vous m'avez dit que ça serait difficile, le Caire. On va aller faire la guerre. C'était le cas. Malheureusement, après mes propos ils se sont vérifiés. Et c'est malheureux des fois d'employer des termes comme ça. Mais c'était la réalité du terrain. Quand on vous attend comme ça, faut répondre, hein, c'est tout. Hein. Oui, exactement. C'est malheureux, mais on avait des hommes prêts. Heureusement. Qui savaient pourquoi ils étaient là, pourquoi ils avaient choisi l'Algérie. Heureusement. Et lorsqu'on parle du match de l'Égypte, on parle du Converciano, c'est ça? Vous avez fait un mini-stage en Italie, puis vous êtes rentré directement. On était à Converciano, ouais. Oui. Ça, c'est le match qu'on a fait au Caire. Et on avait 7 joueurs blessés sur les 11 titulaires. Ouais. Moi, ça faisait 15 jours que j'étais blessé et j'ai repris la veille. C'est là que vous avez dit que j'ai mangé des épinards comme Popeye. Ouais, c'est vrai, parce que j'avais fait un régime spécial au petit déjeuner le matin, c'était pour la cicatrisation, j'avais fait des trucs de fou et après ça m'avait un peu... On avait eu un nouvel entraîneur à Bochum, ça m'avait coûté cher un peu parce que il m'a dit il faut que tu m'expliques, tu fais passer ton équipe nationale avant tout alors que tu es un salarié du club. Ouais. Et là, bon, c'était difficile à justifier, mais je me voyais pas ne pas aller à ce match-là, ou quitte à ce que ce soit le dernier match de ma carrière, je l'aurais fait quand même. Hein. C'était ça, c'est ce qui fait la différence entre un joueur qui aime son pays, qui joue pour l'emblème, et un autre qui n'a... Après, je pense que chacun doit vivre avec son époque. Voilà. Les époques, elles évoluent. Les politiques de fédération, d'entraîneurs, elles changent. Chacun doit vivre avec la sienne. Moi, je suis content vraiment d'avoir vécu avec la mienne et d'avoir arrêté au bon moment et laissé les gens vivre avec leur époque et leurs convictions. Ouais. Peut-être que moi, je ne partage pas toutes ces convictions, mais quand moi, je vivais les miennes à fond, j'étais vraiment fier de les vivre comme ça. Antar, parlez-nous un tout petit peu du calvaire du caillassage du bus. Est-ce que c'était surprenant pour vous, les joueurs, ou bien vous avez
jamais attendu ça ou bien vous vous attendez à ce genre Non, de on ne s'attendait comportement? pas à un caillassage. On s'attendait à de l'animosité de la part des supporters, mais on ne s'attendait pas à se faire agresser. Mais là où ils se sont trompés, c'est qu'ils nous ont motivés. C'était Peut-être prémédité. que s'ils ne nous caillassent pas, ils nous battent. C'était prémédité parce que même nous, les journalistes, on a vécu ça bien avant vous. On était en train d'attendre l'arrivée du vol de l'équipe nationale. On nous a pris à partie et ils ont failli nous frapper aussi. Donc c'était prémédité. Mais moi, là où j'ai vu que ça allait être un peu chaud, c'est quand les policiers égyptiens ou les militaires égyptiens qui avaient à l'aéroport, ils nous faisaient des gestes, ils nous faisaient ça. Les policiers, je dis, si la police elle nous fait ça, le peuple, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc ça avait chauffé déjà là, et après quand ils nous ont attaqués, je pense que tous les Algériens s'en rappellent. Il y avait un joueur qui a eu peur, vraiment peur. C'était Karim Matmouf. Le cheikh m'a dit, quand je l'ai cherché, je l'ai trouvé au sanitaire du bus. Est-ce que c'est vrai là? C'est vrai, mais bon, c'est des petites anecdotes. Ouais, c'est des petites anecdotes. Après, ouais. Il y avait la réaction de Saifi aussi par rapport à la sécurité, de Halish aussi. De Halish qui avait pris une pierre dans la tête. Non, c'était triste ce qu'ils ont fait. C'était vraiment, vraiment triste, mais ça montre déjà qu'ils avaient peur de nous et que ce match-là avait beaucoup, beaucoup d'importance pour le peuple égyptien. Et le jour du match, qu'est-ce que vous avez senti après le KSA? C'était un stade du Caire archi-comble, 80 000 supporters. C'est des matchs d'une importance. Quand on revoit même le stade du Caire, vous allez sur internet, vous regardez le stade archi-comble qui faisait la prière toute la journée, l'idée toute la journée pour nous battre. Des matchs avec une telle tension, c'est rare dans une carrière. C'est d'où la fierté d'avoir vécu ça. Qu'est-ce que ce genre de match nécessite pour les gagner? Qu'est-ce qu'il faut dans un joueur pour gagner ce genre? Mais après le match, on se demande comment on a fait déjà pour le 2-0 déjà. Pour le gérer, déjà nerveusement, humainement. Parce que des fois, les gens regardent et disent « mais c'est pas possible ça, comment vous avez fait ?» Mais en fait, on se rendait compte de ce que ça pouvait nous apporter en tant que bonheur de partager avec notre peuple après la qualification. Mais moi-même, comme je disais, imaginez, on se réveille demain et on est éliminé, c'est fini. Là, je pense que pas mal de joueurs, ils auraient été en dépression. Heureusement. Heureusement, le réveil, il s'est fait. Le lendemain, c'est vrai, on a perdu 2-0, mais on n'était pas mort. Et 3 jours après, c'était reparti. Justement, 3 jours, c'était une période très courte pour préparer un match de la trempe de Omdurman. Mais là où il y a une bonne logistique de la part de la fédération, c'est que la fédération avait déjà réservé le vol pour le Soudan en cas de défaite. Le lendemain du match et l'hôtel. Donc ils avaient déjà préparé le truc et se dire, si on perd, il y a déjà le plan B. On part, on a récupéré. Tout de suite après le match, on est rentré, on a mangé, on a récupéré. Et le lendemain matin, on est parti. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Cheikh, au cours de route il m'a dit que le moral des joueurs, tous les joueurs étaient abattus sur le plan mental. Déjà, dans le vestiaire, on était abattus, mais après, il y a eu des mots. Il y a Karim qui a eu des mots, il y a d'autres joueurs qui ont parlé. Et on s'est dit, on est passé, c'est comme si vous frôlez la mort, mais vous n'êtes pas mort. Vous avez une chance de vivre encore et c'était 2 jours après. Donc on pensait qu'au match. Hein. Toutes les discussions, elles étaient que par rapport au match. Comment on va faire tactiquement, comment on va s'entraider. Et c'est là que je vous dis, cette solidarité. Nous, avant le match, il y avait les gens qui ne jouaient pas ou qui n'étaient pas dans le groupe, qui venaient nous voir, qui venaient nous soutenir, qui nous disaient « vous occupez pas de la provocation, laissez-nous, on va gérer, vous concentrez-vous que sur le match ». Non, il y avait vraiment un état d'esprit extraordinaire. Même les supporters, la venue des supporters vous a fait beaucoup du bien. Bien sûr. L'État a joué son rôle comme il se doit. Bien sûr. Là, je pense que l'agression qu'il y a eu après au niveau du bus, elle a choqué l'État, elle a choqué notre peuple. Et le mouvement de foule qu'il y a eu de la part de notre peuple, l'État s'est dit faut qu'on leur fasse plaisir. Donc ils nous ont fait plaisir déjà à nous en tant que joueurs en nous envoyant tout ce peuple. C'était vraiment extraordinaire. En foulant la pelouse d'Omdurman, qu'est-ce que vous vous étiez au fond de vous-même? Il y avait une chaleur, il y avait un souffle chaud déjà qu'il y avait la veille du match. Et il y avait des Soudanais qui nous supportaient. Quand on a foulé la pelouse, de la voir aussi pleine à craquer, le stade il tremblait tellement il y avait du monde. Ouais. Et c'était comme le stade Tchakar, comme si vous jouez à Tchakar.
comme si on jouait à Tchaker au niveau du public. Du public, Mais il oui. y avait tellement les gens, ils étaient serrés, et il y avait du monde, le stade, il tremblait. Il y avait encore beaucoup plus de pression. Et pour le but c'était un tout petit peu spécial. Si on vous demande maintenant de le marquer, vous Non, on ne me redemandera pas de le marquer. Ce but-là, il fallait le mettre là, à ce moment-là. Même C'est Karim, là. il m'a dit même si on demande à Antar de marquer d'autres buts Non. comme ça, il n'arrivera jamais à le faire. Non, parce que le but, je vais en marquer des buts, mais un but comme ça, là, c'est. Il n'y a pas que. Déjà, il y avait la volonté de vouloir marquer. Parce que j'ai eu des occasions au Caire, j'ai eu des occasions au Soudan, mais à chaque fois, je les ai ratées. Et là, je suis resté en avant parce que je savais que Karim il allait mettre le ballon au deuxième poteau. Et Kader, il laisse passer le ballon super Il y bien. avait Je une dis, laisse-la, télépathie, Kader. il y avait une espèce de télépathie entre vous les joueurs. Non, on se connaissait. Et quand Karim, il a une excellente vision de jeu, il savait qu'ils allaient tous coulisser au premier poteau. Sur Razel. Voilà. Et j'ai dit, Kader, laisse-la. Kader, il a mis un coup de coude au défenseur égyptien. Et quand le ballon il est retombé devant moi, j'ai frappé de toutes mes forces en direction du but. Et aussi, le but, c'est vrai j'ai de la réussite sur le but, mais bon, il fallait être là. Mais Fallait après être à cela, cet endroit-là. oui, exactement. Mais après cela, c'était la blessure. Vous n'êtes plus remis de vos blessures. Après ce match-là, déjà, j'avais joué avec. Je venais de revenir d'une déchirure et je m'étais remis que pour le match, Oui, mais j'étais pas vraiment guéri. et ça rechute. Donc j'étais pas vraiment guéri. Et j'ai joué ce match. Après, je suis retourné au club. J'étais blessé pendant 2 mois. Et quand je me suis remis, j'ai pas joué avec mon club. Je suis parti à la CAN. Pour vous expliquer comment mon club avait les boules un peu contre moi. Après, j'ai été un peu épargné. J'ai été épargné des blessures jusqu'à la Coupe du Monde. J'ai fait toute la phase retour. L'après-Coupe du Monde, j'ai fait toute la saison avec Bochum sans blessure. Mais les blessures, elles s'expliquent aussi par l'enchaînement des matchs, par les terrains en Afrique, par... Il y a eu la fameuse anecdote après le but de Drabnaha Winsken Shaitan, c'est ça. Donc, même le Hadri ne s'attendait pas, il faut le dire. Un gardien de la trempe d'Al Hadri, c'était un grand gardien. Un des meilleurs gardiens que l'Afrique ait connu. Mais après, il y a des buts avec le bon Dieu qui sait pourquoi. C'est le cœur but-là, aussi il qui a fait ça, non? Le cœur, c'était l'envie de marquer. C'était l'envie de marquer. Et des fois, pour ça, peut-être que j'ai marqué quelques buts avec la sélection parce que j'avais vraiment envie de gagner, envie de marquer quand j'étais en sélection. Antar Yahya, un prénom qui est assez lourd. Qui a dit ça après la qualification? C'est M. Bouteflika qui m'avait dit ça le jour de la cérémonie. Il m'a dit, tu as un prénom qui est lourd à porter. Il me dit, mais ça, tu le portes bien. Alhamdoulilah. On est devenu Antar al-Jazair, pas Antar Yahya, donc alhamdoulilah. 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 Il y a des choses qui ne sont pas faites par hasard dans la vie. Et grâce à Dieu, moi aujourd'hui, je suis très content parce que ça m'a permis de vivre ce que j'ai vécu, avec l'histoire que j'ai par rapport à mes grands-parents, du côté maternel, du côté paternel, ce qu'ils ont vécu par rapport à l'Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Franchement, j'ai une énorme satisfaction à l'intérieur d'avoir pu apporter une toute petite partie, une toute petite contribution à l'histoire de mon pays. C'est vraiment une fierté à l'intérieur. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Antar, après la qualification, vous n'avez pas eu le temps de savourer cette qualification parce que chaque joueur a rejoint son club. Donc après, c'est la CAN 2010. Racontez-nous un tout petit peu de votre deuxième CAN. Moi, après celle de 2004. Je suis arrivé, j'étais en convalescence. C'est-à-dire je me préparais physiquement. Et ce n'était pas prévu que je joue le premier tour. C'était prévu que j'intègre si on se qualifie en quart. Une CAN qu'on n'avait pas très bien commencé. Ouais. Mais il faut se dire aussi, on avait notre 11 qui jouait, c'était pratiquement toujours le même 11 qui jouait depuis 2-3 ans. Voire. Donc à un moment donné, il y a une certaine fatigue physique. Je pense que les conditions dans lesquelles on joue, des fois, nous, au niveau de la chaleur, je pense qu'il n'y a que les gens qui sont sur le terrain qui peuvent un peu. Justement, est-ce que la chaleur, c'est le seul facteur majeur qui a fait que l'Algérie s'incline face au Malawi par un score sévère? Non, je ne dis pas que la chaleur, c'est le seul facteur, mais la chaleur est un des facteurs. On n'a pas été bon aussi ce jour-là.
Donc quand on n'est pas bon, et en plus de ça, il y a des facteurs comme ça avec la chaleur. Moi j'ai fait un autre match avec l'Espérance de Tunis en Champions League en Angola, j'ai pu jouer que 50 minutes. À la fin j'étais au bord du malaise parce qu'il faisait presque 40 degrés. Donc il y a des choses auxquelles on n'est pas habitué. Donc après ce match, il y a eu le match du Mali. Et c'était ça passe ou ça casse. Et finalement, vous êtes en sorti très bien et vous avez pu engranger cette victoire qui vous manquait pour passer au second tour. Ouais. Comment avez-vous vécu l'avant-match et quel a été le discours du coach à la veille du match et le jour du match aussi? Le match contre le Mali, je pense que tout le monde savait que si on perdait ce match, on rentrait à la maison. Donc il y avait tous les joueurs, le coach, tout le monde savait qu'il fallait vite se remobiliser. Et on avait l'habitude après avoir pris des gifles, de réagir tout de suite. Donc on a su réagir à ce moment-là. Et on dit même que le match de l'Angola est arrangé. Les deux équipes se sont mis d'accord pour conclure le match sur un score de parité, puisque le nul a rangé les deux. Est-ce que vous avez joué pour le nul ou bien... Non, je rigole parce qu'il y a le président. Il dit, non, le match, il n'était pas arrangé, le match contre l'Angola, mais à un moment donné, quand nous, le 0-0, il nous arrange, on fait en sorte soit de gagner, soit que ça reste 0-0, mais le match, à aucun moment, il a été arrangé. C'est pas nous qui l'a dit, mais c'est vos adversaires, à l'image du Mali et tout, c'est eux qui ont dit ça. Ça les engage, ça n'engage que de dire ça. Moi, ce que j'ai vu, moi je l'ai vécu de l'extérieur, donc j'étais pas encore apte. Et de ce que j'ai vu, le match, il n'était pas arrangé, mais le 0-0 permettait aux deux équipes d'aller au second tour, au quart au de second finale. tour. Et c'est malheureux pour nos frères maliens à l'époque, c'était malheureux. Les générations de Kanouté, Keïta, Mamadou Diarra, c'était malheureux, mais nous, fallait qu'on gagne contre eux et qu'on fasse nul au moins. On a gagné, on a fait nul. C'est ce qui nous a permis de nous qualifier. Alors on passe au match de la Côte d'Ivoire, qui était un match exceptionnel, là où vous avez gagné 3 buts à 2. Donc racontez-nous un tout petit peu de vos anecdotes par rapport à ce match. C'était un match un peu particulier parce qu'on a joué à Cabinda. Si vous vous rappelez, c'est là où l'équipe du Togo s'est fait tirer dessus. Donc la façon dont on avait préparé le match était un peu particulière parce qu'on dormait entouré par les militaires de l'Angola et dans un petit camp où il y avait aussi les Ivoiriens, et eux qui étaient beaucoup plus stressés que nous. Mais l'anecdote, c'est que la veille du match, on s'est retrouvé à 12 joueurs pratiquement dans la même chambre, et on se disait, les gars, c'est pas qu'on n'en avait rien à faire peu importe l'adversaire qu'il allait avoir. C'est qu'on disait, les gars, si on est éliminé demain, c'est la fin de la CAN. On doit rentrer dans nos clubs, on ne sera plus ensemble. Donc si vous voulez qu'on reste ensemble, il faut gagner demain. Et c'était le cas. Et c'était le cas, c'était une grande équipe de la Côte d'Ivoire, mais c'est juste encore la preuve qu'avec l'état d'esprit et la conviction et cet amour qu'on a pour l'Algérie, on pouvait faire de belles choses. Vous étiez mené à la marque, puis il y avait Matmour qui a égalisé et Kader Keïta qui a rajouté le deuxième but, et au meilleur moment, Bougara a égalisé. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Vous avez cru jusqu'au bout? Non, nous, à partir du moment où cette CAN, on voulait la gagner. Oui. Cette CAN, on avait envie d'aller au bout. Donc le fait d'arriver en Côte d'Ivoire, si tu veux gagner la CAN, tu es obligé de battre la Côte d'Ivoire, de battre l'Égypte, de battre ces nations-là. Et quand on arrive sur le terrain avec la Côte d'Ivoire, en plus on est vite mené au score. On arrive à revenir tout de suite par Karim Matmour. Et à la dernière minute, encore par magie, de 2-2. Et là, c'est un signe quand même du destin que là, ça ne peut plus nous échapper. Et encore une fois, les prolongations, Bouazza qui a marqué le troisième but grâce à un retrait de Karim Ziani.
Bien sûr, un beau centre de Karim, mais aussi 120 minutes Oui. contre une équipe de Côte d'Ivoire très très forte physiquement, avec toujours les mêmes joueurs. Les Pas de Okora, les fraîcheur, hein, Drogba, pas de fraîcheur physique, d'où le match avec une histoire après la demi-finale un peu particulière avec l'Égypte. Hein, ouais, c'est un match un peu bizarre, mais Non, mais cette CAN était un tout petit peu exceptionnelle pour vous, Antar, non? ça, elle reste cette CAN, elle a un goût d'inachevé quand même. Fini 4e place, mais bon, c'est nous on voulait la gagner, donc à partir de là, c'était une déception. Le match de l'Égypte et la défaite de 4-0, comment justifiez-vous cette défaite? Enfin, justifier, ce ne serait pas le mot juste, mais physiquement déjà, notre groupe il était émoussé déjà. On était tout joué depuis longtemps, beaucoup de matchs. Puis les Égyptiens, ils avaient une certaine sérénité qu'ils n'ont jamais eue contre nous. Ouais. Ils voulaient prendre leur revanche à tout prix. Non, mais il y a quelque chose qui était chez eux qui n'était pas dans leur coutume. D'habitude, ils sont beaucoup plus nerveux quand ils jouent contre nous. Là, ils avaient une sérénité inhabituelle. Et là, ce jour-là, ça a joué en leur faveur. Après, si c'était à refaire, je préfère avoir gagné au Soudan et perdre ce match-là. Oui. Mais si c'était encore mieux à refaire, j'aurais préféré gagner les deux et les sortir 2 fois. Une fois de la Coupe du Monde, une fois de la CAN. Même l'arbitrage avait une part de responsabilité dans ce match, non? C'est là où je vous dis que c'était un peu un match bizarre. Mais bon, c'est mieux de pas remuer certaines choses. Comme l'avait dit M. Saaden auparavant, je préfère pas en parler parce que si je parle, la terre va trembler, donc il vaut mieux pas. C'est mieux sur certaines choses, c'est mieux de les oublier. C'était une douleur vraiment, des douleurs comme c'est des éliminations. Les éliminations d'un tournoi comme ça avec l'Algérie, ça fait toujours très mal. Si on vous demande de nous résumer votre parcours durant cette CAN en 2 mots, qu'est-ce que vous nous dites? Une CAN où on sait l'importance d'un tournoi. L'importance d'un tournoi, c'est un effectif riche. Il y avait pas mal qui revenaient de blessures. Donc quand on sait les conditions qu'il y a en Afrique, c'est important d'avoir un effectif riche. On en avait un. Malheureusement, on n'a pas, sur cette demi-finale, on n'a pas su peut-être faire le match qu'il fallait faire. On était émoussé physiquement. Voilà, ce match, il était compliqué vraiment. Ça reste vraiment une déception parce que c'était notre Coupe d'Afrique. Hein. Pour cette génération, ça aurait été magnifique de l'avoir. Bien sûr. Après cela, c'était la Coupe du Monde. On est passé le stage qui a précédé à la Coupe du Monde et on est passé directement à la fameuse Coupe du Monde. Après 24 ans d'absence, vous avez joué la Coupe du Monde. Pour ne pas en parler du premier match contre la Slovénie, je passe directement au match de l'Angleterre et à la fameuse anecdote de la bataille d'Alger. Est-ce que vous pouvez nous rebondir par rapport à cela? En fait, on a eu pas mal de nouveaux joueurs et j'avais juste envie de montrer notre histoire à certaines personnes pour se rendre compte que peu importe l'adversaire qu'on peut avoir en face de nous, on a une histoire qui est plus importante que ça et on a des gens qui ont donné leur vie pour qu'on puisse jouer avec ce drapeau libre. Et ça me tenait à cœur. Je savais que le lendemain, en voyant ces images-là, en voyant comment notre peuple a souffert, le lendemain, peu importe qui y allait avoir dans le tunnel, les gars, ils n'allaient même pas les regarder. Parce qu'ils ont ces images-là dans la tête. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Même Capello, il l'a évoqué durant la conférence de presse. Ouais, il a parlé de la bataille d'Alger aussi. Ah, ça, j'ai pas entendu. Mais par contre, sur la physionomie du match, on fait 0-0, mais bon, on fait un très bon match sur ce match-là. Donc, mais c'était, comme je vous dis, il y a eu une grosse cassure après la CAN. Il fallait repartir encore, alors que peut-être que cette cassure, elle n'aurait pas eu lieu d'être, quoi. Mais bon, vous savez, des fois vous êtes joueur, c'est pas vous le décideur, donc faut accepter les choix et faire du mieux qu'on peut avec ces choix-là. Le match des États-Unis, c'était la clôture de la Coupe du Monde. C'était un tout petit peu difficile pour vous. Il y avait un coup de chance pour vous. Mbolhi a fait ce qu'il fallait faire, mais on a encaissé
durant le dernier quart d'heure. On touche la barre au bout de 5 minutes de jeu, on peut mener nous 1-0. Après, quand on sait les matchs de ce niveau-là, ils tiennent à rien. Si vous avez l'occasion que vous ne mettez pas au fond, vous encaissez juste après. C'est dur après. Il y a rarement des scores fleuves pendant les matchs de ce niveau-là. Donc les États-Unis, physiquement, des machines, des expériences de Coupe du Monde. Nous, c'était une première Coupe du Monde, comme vous le dites bien, depuis 24 ans. Il faut tirer les enseignements. Et ce qui est important, c'est d'être tout le temps présent dans ces tournois. C'est la régularité. Chaque Coupe du Monde, il faut qu'il y ait l'Algérie. Chaque Coupe d'Afrique, normalement, il faut que le dernier carré, il faut qu'on soit dedans. Et puis peut-être que dans 10 ans, on aura d'autres objectifs et d'autres prétentions en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique. Et je ne vais pas dire qu'on était un peu des pionniers, mais le fait d'avoir... Moi, je suis juste fier d'avoir... Chasser la poisse et de revenir à la scène footballistique internationale après 24 ans, c'est quelque chose aussi. Aussi, et puis d'avoir montré un peu le chemin que faut aller jouer avec notre pays. Il faut aller jouer et on peut faire des bonnes choses. Exactement. Et ça, c'est une fierté. Et puis aujourd'hui, on le voit, hein, le parcours qu'on a eu en Allemagne. C'est le huitième de finale contre l'Allemagne. Le parcours qu'on a au Brésil, ouais. Et avec le huitième de finale contre l'Allemagne, on peut passer aussi. Ouais. Mais c'est des choses, on ne les aurait pas vues 10 ans avant. Donc il y a des choses qui se passent, il y a une régularité, une progression. Et j'espère que ce groupe-là, il va continuer à progresser ensemble. Antar, je vous pose une question et vous me répondez en toute sincérité. Comment avez-vous reçu l'absence d'un joueur de la trempe de Marny de la Coupe du Monde qui s'est fait blesser, il n'a pas pu se remettre de cette blessure jusqu'à nos jours? Malheureusement, Mourad, c'est l'histoire de sa carrière, un peu, c'est les blessures. Je pense que s'il n'avait pas été blessé aussi souvent, c'était une autre carrière qu'il faisait. Hein. C'est franchement un joueur pétri de talent. Et puis après, c'est de voir la tristesse dans ses yeux quand il a su qu'il ne pourrait pas faire la Coupe du Monde. Justement, racontez-nous comment il a su ça, comment il a réagi. Il était en pleurs, il était inconsolable. Donc il l'a appris pendant le stage en Suisse, à Crans-Montana. Crans-Montana, oui. Donc après, c'était dur de le consoler, mais c'est dur pour lui jusqu'à aujourd'hui. J'espère que déjà au niveau de sa santé, ça va aller et que c'est dommage parce que c'était un gâchis pour le football algérien. Pour le football. Pas de sa faute, malheureusement, par rapport aux blessures. Oui. Antar, on va passer on va abréger, on va passer aux petites questions. Là, si on vous dit le 4-0 de Marrakech, qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme je vous dis, quand avec le même groupe, c'était la continuité de la cassure après la Coupe d'Afrique. On a continué à faire les mêmes choses et dans la préparation, on va dire, pas dans la préparation du match, hein, pas ça, mais on a eu... Moi je pense que la cassure, c'est pas ce 4-0 là, c'est pas la Coupe du Monde. La cassure, elle a eu lieu de suite après le match amical contre la Serbie, quand il y a eu tous ces changements-là. Là, ça nous a fait énormément de mal. Puis après, je pense que c'est une gifle au Maroc qu'on a pris, mais une gifle qui nous a fait beaucoup plus de bien à nous qu'au football marocain. Parce qu'à l'époque, le Maroc, il bat une équipe, mais il bat une équipe qui était pas essoufflée, mais on avait fait un long chemin en Afrique, tous ensemble, on était un peu fatigués. Ils nous ont battus, ils n'ont pas battu l'Algérie au mieux de sa forme. Oui. Mais nous, on a su rebondir après. Oui. L'équipe nationale a su rebondir et aujourd'hui, on voit qu'on a appris les leçons de cet échec. Oui. Lorsque je vous dis Saadane, pour moi, c'est le coach avec qui j'ai le plus travaillé en équipe nationale. Même si je respecte énormément les entraîneurs que j'ai eus aussi en sélection, en club aussi. Mais toujours votre destin, il est aussi lié plus ou moins par rapport à un entraîneur, avec quelqu'un avec qui vous avez partagé du temps. Et en sélection, je l'ai eu pendant assez longtemps. Et c'est quelqu'un que je respecte énormément. Le brassard du capitaine. Une grande fierté. Une grande fierté. Je pense que chaque Français rêverait d'être capitaine de son pays et chaque Algérien rêve aussi d'être capitaine. Moi, d'être capitaine à la Coupe du Monde, c'était vraiment un rêve de gosse qui se réalisait.
Vaïd Halilovic. Un très bon entraîneur, quelqu'un qui a apporté au football algérien. Malheureusement, il a aussi il a quelques défauts aussi qui font que sur certaines, on va dire, pour moi, au niveau humain, ça ne correspond pas forcément à ce que j'imagine des relations. Maintenant, je le souligne encore, au niveau du travail, c'est un bon entraîneur et il a fait des résultats, donc il faut les respecter. La retraite internationale, qui vous a poussé à la prendre? Personne ne m'a poussé, sinon, si c'était par rapport au fait d'être poussé ou de devoir rester, soit j'y serais, soit on m'aurait enlevé avant. Ma retraite internationale, c'est ma propre décision et qui coïncidait aussi avec on va dire un changement de politique aussi au niveau de la fédération. Et souvent, quand on incorpore des jeunes joueurs et tout, c'est très bien. On souhaite toujours qu'il y ait les meilleurs joueurs possibles pour notre pays. Et après, quand on laisse les gens, pour laisser les gens s'exprimer, ne pas faire d'ombre, ne pas prendre trop de place, c'est mieux de partir au bon moment, savoir choisir son moment, que d'être là. Et d'être là pour être là, ça ne m'a jamais plu. Quand je suis quelque part, j'aime bien faire les choses à 100%. Meilleur copain à l'équipe nationale? Je ne vais pas dire pour en citer un, mais j'en avais quelques-uns. Le J'en plus avais proche. quelques-uns avec qui j'ai Le vécu plus pendant proche. presque 10 ans. Oui. Hein, il y a qui? Il y a Majid Bouguera, il y a Yazid Mansouri, Karim Ziani, Nadir Belhadj, Samir Zawi, Lounès Gawawi. Justement, qu'est-ce que ça vous fait de voir Tellement de bons copains, donc c'est... le fait de voir cette génération partir comme ça, sans lui rendre hommage, sans lui dire rien, qu'est-ce que ça vous fait? Non, mais ça, c'est pas... vous savez, il y a des gens qui se sont battus pour la libération de notre pays et ils sont partis comme ça. Nous, on n'est rien à côté de ça. Nous, on n'est que des joueurs de foot. Donc des fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et je l'avais dit une fois par rapport à la cérémonie du Ballon d'Or, l'hommage, le vrai hommage, il est aux gens, par exemple, l'équipe du FLN. Ces gens-là, ils se sont battus dans des conditions vraiment difficiles. Nous, on a la chance d'avoir joué pour notre pays. J'ai surtout aussi, à un moment donné, la fierté de l'avoir fait à un moment où il fallait être là pour son pays. Antar, une dernière question. L'Algérie va jouer la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques jours. Donc, quels sont vos pronostics par rapport à cela? Moi, je ne vois qu'un pronostic, c'est qu'ils nous ramènent la Coupe d'Afrique en Algérie. Est-ce qu'on a une génération qui est apte à le faire? Je pense qu'au niveau du talent actuellement, je serais fou si je ne nous donnais pas en favori. Actuellement, tout le monde nous voit en favori. Maintenant, ce costume de favori, il faut savoir l'endosser. Et j'espère qu'on va les laisser travailler tranquillement, que même au niveau de la presse, on va tous travailler dans le même sens. Parce que des fois, c'est trop d'agitation autour, ça peut déstabiliser un groupe. Et je fais confiance à un coach comme M. Gourcuff, quand même, qui a fait ses preuves, à la fédération qui a fait énormément de progrès, pour qu'Inch'Allah tout soit réuni et faire plaisir à notre peuple qui mérite vraiment ce sacre. Donc vous avez le choix de conclure. Dernier mot par rapport à cette année, cette nouvelle année. Déjà, je vous remercie d'être venu me rendre visite. Merci à vous aussi. C'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion aussi de s'adresser à ses compatriotes. Je leur souhaite une excellente année, pleine de joie, de bonheur, de santé et surtout on va dire de tranquillité et d'avenir pour nos jeunes, Inch'Allah, en Algérie. Et avant de vous quitter, on vous remet ce trophée, Antar. C'est la moindre des choses de la part de notre télévision. Merci beaucoup. Merci à vous, mon frère. frère. Je tiens à vous en remercier. Et moi aussi, j'ai un petit cadeau pour vous, pour votre télé. C'est un petit maillot. Bon, on n'a pas eu l'occasion de le voir sur le terrain encore, mais merci. On est le premier à le voir. j'espère que... Inch'Allah, il va vous porter chance. Inch'Allah. على وقع هذا القميص الجميل جدا مشاهدينا الكرام نودعكم ونضرب لكم موعدا في عدد جديد من حصة نوستالجيا الكان. سلام.